Retour sur le plateau de World Actu, on va donc du côté du pays de l'oncle Sam avec, je l'ai dit, cette crielle de pays suspendus, interdit de visa d'immigration pour une durée indéfinie. C'est ainsi que la communication américaine et diplomatique s'est exprimée, malgré les quelques grincements de dents qu'il y aurait. Elle tient ferme sur cette décision. On va tout d'abord revenir avec vous, cher Bertrand Mbara. Alors, vous êtes surpris par le fait que le Cameroun soit de la liste, on ne va pas dire de la short list, de la liste des 24 pays africains qui sont sous le coup de cette sanction. Qu'a fait le Cameroun pour être dans ce panier? Monsieur Stéphane Barga, avant d'abord de parler du Cameroun, il faut d'abord essayer de comprendre le personnage Trump. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a pris des mesures pareilles? Alors, vous vous souvenez sans doute de son slogan de campagne, qui était quoi? Make America Great Again. Alors, cela s'inscrit exactement dans le courant de pensée réaliste des relations internationales. Tout à fait. Et lorsqu'on veut donc évoquer le réalisme, il y a 4 principes fondamentaux, n'est-ce pas, qui sont notamment la puissance, n'est-ce pas? Et lorsqu'on veut évoquer la puissance ici, on voit exactement le contrôle de son espace maritime, aérien et territorial. Je vais faire fi des autres facteurs, à savoir par exemple la compétition, puisque chaque fois, on voit, à un certain moment, on a eu comme l'impression que la Chine était déjà en train de damer le pion aux États-Unis sur un certain nombre d'aspects. Mais Trump est venu dire stop, le véritable hégémon sur la scène internationale, ce sont les États-Unis. Alors, pour revenir donc maintenant au niveau du contrôle, n'est-ce pas, donc le contrôle de son espace aérien, maritime et terrestre ici. Alors, pour plein d'Américains, il est clair que si les États-Unis font face à un certain nombre de problèmes, tels que la criminalité, tels que la pauvreté de manière globale, n'est-ce pas? Cela est le fait qu'il y ait trop d'étrangers et qui plus est des étrangers qui sont en situation d'irrégularité sur leur territoire. Et outre la présence des étrangers, on a également le fait qu'il est reproché au précédent gouvernement une sorte de laxisme. Oui. Ils ont permis à ce ils n'ont pas filtré le type de personnes qui entraient dans le territoire américain. Alors, Trump est donc venu, n'est-ce pas, non seulement pour permettre, en fait, pour contenter cette frange de la population américaine, notamment républicaine, n'est-ce pas, qui estime que l'étranger est venu voler sa richesse, voyez-vous. Donc, le Cameroun, faisant aussi face maintenant à une sorte d'insécurité, je vais faire allusion ici aux crises du nord-ouest et sud-ouest, n'est-ce pas? Alors, cela a créé une sorte de vague migratoire vers les États-Unis. Parce qu'il faut aussi l'admettre, on a plein de nos compatriotes anglophones, n'est-ce pas, qui ont pris le chemin des États-Unis juste au lendemain, ou bien juste au lendemain de la crise anglophone. Oui. Et ils ne cessent toujours d'y aller, passant par des pays tels que le Mexique et bien d'autres. Donc, moi, ça ne me surprend en réalité pas que nous puissions, que Donald Trump puisse effectivement, puisse également sanctionner le Cameroun, en ce qui concerne le terme anglais m'échappe, c'est ban travel. Oui, ban travel. Alors, Monsieur Assiga, je me tourne vers vous. Il faut préciser pour ceux qui nous regardent, qui s'inquiéteraient, que les visas tourisme sont toujours d'actualité, et même les visas affaires. Ça veut dire que le président Trump n'est-il pas là en train de suivre un de ses homologues, président Nicolas Sarkozy, avec le fameux concept d'immigration choisie. Tout à fait. Cela s'inscrit dans cette logique du président Sarkozy qui avait bel et bien, lors de son accession à la magistrature suprême en France, voulu bien limiter, filtrer les immigrations de ce côté et faire en sorte que ne peut être immigrant de celui-là que celui-là qui apporte quelque chose, qui apporte en plus-value à son pays. Oui. Et nous nous retrouvons à ce niveau. C'est vrai, il y a des jérémiades qu'on peut bien pousser
côté Afrique, et particulièrement au Cameroun, mais moi, en son temps, j'avais trouvé cela bien logique de penser que on ne va pas en aventure dans un pays pour espérer trouver on ne va pas en aventure alors que des pays comme le Canada sont devenus le quartier de Yaoundé. Maintenant, le problème de Trump aujourd'hui va au-delà de l'immigration choisie. En réalité, Trump s'en fout même que les États-Unis soient remplis par des nègres. Son seul souci, c'est d'envoyer un message fort aux Africains que le gendarme du monde, qu'est les États-Unis, est là. Et que la surveillance territoriale mondiale des États-Unis doit être d'appoint. Cela signifie quoi? Souvenez-vous et regardez le cheminement des événements. Tout récemment, c'est lui qui essaye d'apaiser les tensions du côté de la guerre russo-ukrainienne. C'est lui en même temps qui saisit le président vénézuélien. C'est lui en même temps qui est sur tous les fronts, quand on sait très bien que le monde entier était dans un système décroissant de la dédollarisation et que cela ne faisait plus les affaires des États-Unis en ce qui concerne le contrôle du pétrole mondial. À partir de cet instant, il fallait, Trump en tant qu'homme d'affaires, il fallait quelqu'un qui a l'empoigne de venir rétablir l'ordre régnant du monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est sur tous les fronts. Donc moi je vois cette suspension en réalité comme un message fort qu'il envoie aux Africains de faire attention. Ils ont vu ce qu'il a fait au président vénézuélien, qu'il est fort possible que l'Afrique, si l'Afrique ne se tient pas, parce que souvenez-vous, l'Afrique s'est retrouvée dans un pluralisme de partenariat où le respect du partenaire colonial n'est plus respecté. Oui. On se retrouve aujourd'hui avec des partenariats foisonnés, Chine, Russie et que sais-je encore. Il se trouve que ceux-là, surtout en Occident, se retrouvent en train d'être délaissés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez le soutien que son homologue français est en train de lui apporter. Parce qu'il est celui-là en réalité qui peut venir au secours de cette France qui est en train de tout perdre en Afrique. Donc c'est le message qu'il est en train d'envoyer au-delà du fait des raisons qui sont en train d'être évoquées, comme quoi les immigrants, quand ils arrivent, ils entrent plutôt dans les faveurs des faveurs monétaires des États-Unis et tout le reste, c'est des raisons subsidiaires qui, en réalité, ma foi, ne cadrent pas avec. On prend les États-Unis comme étant le gendarme du monde et on voit effectivement que Trump est en train de vouloir rétablir les États-Unis comme ce pays-là qui contrôle tous les 4 coins du monde. Merci, M. Assia. Alors, Émile Abondo, le président Trump, a décidé comme ça de suspendre 75 pays, 24 africains. Le Cameroun fait partie de la liste. Mais est-ce que cela remettrait-il en question la qualité des rapports entre Yaoundé et Washington? On a d'ailleurs vu Christophe Lamora faire des adieux assez ambigus dans notre pays il y a quelques jours. Il était du côté du palais de l'Unité. Il est ensuite allé faire une pige chez Maître Alice Nkom, un personnage bien connu des prétoires camerounais. Cette ambiguïté-là, lorsque l'on connaît les positions de cette dame, est-ce qu'elle n'est pas de nature aussi à jeter quelques confusions dans un rapport qu'on voudrait sain entre Yaoundé et Washington sur toutes les questions, notamment celles inhérentes à la crise Unuzo, et même sur les allées et venues d'immigration des Camerounais et des Américains en terre camerounaise? Ben, Stéphane, il faudrait dire une chose pour comprendre la pratique du président Trump, c'est que
Je vous l'avais dit ici une fois sur l'un de nos plateaux que le président Trump est un président iconoclaste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un président qui vient briser les idoles. C'est-à-dire qui vient rompre avec les anciennes pratiques administratives et les anciennes traditions appliquées par les anciens présidents. Alors, en venant ici, j'ai essayé de communiquer avec quelqu'un qui est à la Louisiane pour lui demander l'impression qu'ils ont des mesures prises par Trump. J'ai appelé... Faut dire que la Louisiane, c'est un État américain. Tout à fait, la Louisiane, c'est un État américain. Je me suis baladé parce que j'ai des amis, vous savez, je suis un peu pourvu de lyrique. J'ai des camarades un peu partout, des camarades américains. L'autre est à Massachusetts. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent globalement? Celui qui est à Washington DC, ils me disent globalement que le peuple américain est content des mesures prises par Donald Trump et en majorité. Alors comment comprendre cela? Cela devrait aussi faire la fierté des pays africains et des pays qui sont cités. Vous savez pourquoi? Pour des raisons simples, vous l'avez dit en prélude. Vous avez le visa touristique qui existe encore, le visa diplomatique qui existe, les autres formes de visas, les visas de travail, d'affaires. Oui. Mais il reste que ceux qui veulent aller se balader. Voilà, ceux qui veulent aller s'installer. Ceux qui veulent aller se balader et ceux qui étaient les purs produits de la loterie américaine. La Green Card, par exemple. Voilà, parce que on a suspendu cela. C'était des gens qui allaient sans motif avéré et qui devenaient citoyens américains et dont on découvrait des mentalités rétrogrades. Alors, Trump ne voudrait pas être responsable de la déstabilisation des États-Unis en ouvrant les portes à ces gens qui viennent sans motif ni mobile. De ce point de vue, tous les pays qui sont en liste devraient lui dire merci. Mais je voudrais vous dire, dévoiler un paradigme en lisant la chose sous cet angle. C'est que lorsque vous regardez la scène internationale, vous allez vous rendre compte qu'avec la théorie razelienne, Razel a démontré que celui qui gère les terres a le pouvoir. Avec Heinrich Chopard et François Thual, vous allez vous rendre compte, et surtout en association avec Bertrand Badier, vous allez vous rendre compte que celui qui a les airs, celui qui a les mers, celui qui a même les océans, a aussi un pouvoir. Or, l'Amérique, c'est tout ça. C'est d'abord les terres, c'est vaste. C'est les mers, les océans, c'est aussi les airs. Donc, alors, comment gérer cela? Au demeurant, on nous faisait comprendre que le monde était bipolaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Amérique qui ne voulait pas se déclarer comme pays colonisateur, parce qu'en réalité, c'est les leviers, tout ce que je vous ai cité là, la maritimité, la territorialité, les airs, c'est des théories appliquées par l'argument colonial. Or, avec le prisme de l'impérialisme et du capitalisme, on se rend compte que chacun avait sa portion congrue. Alors, que n'a-t-on pas vu? La Russie avait le bloc de l'Europe de l'Est, qui était sa chasse gardée. Une fois que l'Europe centrale et les États-Unis, à travers l'OTAN, ont mis les pieds dessus, l'Amérique, les États-Unis savaient qu'eux aussi, ils ont l'Amérique du Sud. Une fois que la Chine a mis les mains dessus, la Chine aussi savait qu'elle avait son Asie. Une fois que l'Europe et les États-Unis ont mis la main dessus, le monde devient non plus bipolaire, mais multipolaire, et ça occasionne des petits conflits. Et ces conflits qui sont en même temps larvés, ouverts, opérationnels, et qui vous permettent de les comprendre à travers la criminalité ou alors à travers l'idéologie de la chrysogénéité, et vous allez vous rendre compte que autant il y a des crises, autant il y a des petites guerres, c'est un jeu d'intérêt, tout simplement parce que les uns et les autres ont empiété sur les territoires des autres. Et de ce point de vue, vous comprenez que l'Amérique à l'heure actuelle, au lieu de cacher son ambition coloniale, fonctionne avec ouverture, avec les mains suffisamment ouvertes en disant que autrefois je n'étais pas colonisateur, maintenant je le suis. Et même chose pour la Russie. La Russie qui s'est vue ses intérêts attaqués en Europe de l'Est, dit aussi que moi aussi, je n'étais pas colonisateur, mais maintenant je vais m'attaquer aux intérêts des autres, par exemple en Afrique, ainsi de suite, un peu partout dans le monde. Donc vous voyez donc ce jeu, ce dynamisme sur la scène internationale qui nous amène à comprendre que les États-Unis voudraient s'illustrer
comme non seulement étant un pays pionnier, mais aussi un pays qui va rentrer sur la scène internationale, non pas avec des gants de velours, mais surtout avec des gants de fer. Et il faudrait faire peur. Donc, la théorie de l'influence dans l'approche internationale, c'est donc cette théorie que pratique Donald Trump, surtout avec le prisme du capitalisme triomphant. Parce qu'il s'agit maintenant d'un jeu d'intérêt. Il n'est plus question d'être l'ami de n'importe qui, mais plutôt d'être l'ami de celui qui peut vous apporter quelque chose et vous permettre de grandir tant positivement qu'objectivement. En un mot, oui, je voudrais rappeler à M. Abono que ce n'est pas les Africains qui ont créé la loterie américaine. La loterie américaine est créée, je crois, en 1987 avec l'ancien président Ronald Reagan. Qui était aussi un républicain, voilà. Mais une politique qui a été adoubée par les démocrates. C'est vrai que cela était dédié aux Mexicains afin de leur donner la résidence américaine, mais cela a été développé, expandu un peu de partout. Nous ne pouvons pas peut-être aussi rejeter l'anathème sur les Africains par rapport à la loterie américaine. C'était l'idée des Américains eux-mêmes à permettre, à donner une résidence aux Africains et aux autres citoyens du monde. S'il arrive aujourd'hui et que les Américains, d'après votre récit tout à l'heure, que les Américains sont contents aujourd'hui. Parce qu'il faudrait... Oui, il faudrait peut-être le dire aussi. Oui. Je ne sais pas si les démocrates en situation de responsabilité auraient accepté cela. Aussi. Voilà. Et vous avez vu, pour ne pas vous couper juste en une seconde, pour aller dans votre sens, et vous avez vu même sur les projets dans le domaine sanitaire, c'est-à-dire que l'appui que les États-Unis donnent USAID. Et ce que vous avez cité, la loterie américaine, c'était des projets qui étaient soutenus par l'État américain dans l'optique de jouer la théorie du sionisme, c'est-à-dire l'État sauveur. Merci. Mais il reste que, Stéphane, pour comprendre juste en une seconde, c'est que monsieur Assedia s'exprime aussi. Non, il va s'exprimer, si nous sommes dans l'international, c'est la courtoisie. Donc, l'objectif de Donald Trump à l'heure actuelle, pour le comprendre, il faut comprendre bien le personnage. Il dit que il y a dilution des capitaux américains pour des causes inavouées. Et pour mieux contrôler, il faut d'abord rompre. Et c'est à ce niveau que même les démocrates s'interrogent de ce qu'ils faisaient fuir des capitaux sans pouvoir suivre la justification de leur orientation. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des raisons fallacieuses qui en réalité ne tiennent pas la route. Quand on sait très bien que ces citoyens du monde qui viennent s'installer bel et bien aux États-Unis apportent un plus, que ça soit côté économique, que ça soit côté... Ils ne sont pas seulement que des budgétivores qui consomment le budget de leurs États et tout le reste. Non, il dit les raisons sont ailleurs. Il faut tout simplement le Donald Trump. Alors, à ce niveau, M. Assedia, est-ce que c'est la malédiction africaine? Ces Africains chassés de partout, ils sont chassés en Europe, ils sont chassés parfois en Asie, chassés maintenant aux États-Unis, avec toutes les contraintes et humiliations qu'il y a autour. Est-ce que le moment de la réflexion africaine n'est pas venu sur comment est-ce qu'on procède lorsqu'on n'est pas les bienvenus ailleurs et que chez nous-mêmes, je parle là du continent, on peine véritablement à asseoir des politiques qui permettent à nos populations de s'épanouir? Bien entendu. C'est pas la première fois que nous posons ce problème sur la table. En réalité, qu'est-ce qui pousse à l'immigration? Quel est le réel enjeu de l'immigration? Pourquoi et comment en est-on arrivé à ce niveau? Ça, c'est les véritables questions que nous devons nous poser. Quand on parle aujourd'hui, vous citiez tout à l'heure là le Canada. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se regarder droit dans les yeux en Afrique et donner une raison fondamentale qui pousse les Africains à aller au Canada? Si nous sommes sérieux, on se doit de se regarder dans les yeux et de trouver très bien. Pourquoi est-ce qu'ils sont nombreux à aller de ce côté? Comment justifier ces départs? Mais bien sûr, c'est le bien-être. C'est le bien-être. On n'est plus à Ottawa, à Vancouver. Bien entendu, ils se moquent même d'ailleurs de nous qui sommes restés. Ils se moquent d'ailleurs de nous qui sommes restés. Je voudrais vous rappeler que Donald Trump a l'ambition de coloniser le Canada d'ici peu. Voilà. Donc à partir de cet instant, il revient aux dirigeants africains d'établir des politiques
anti-migratoires, permettant ainsi de retenir leurs ressources humaines et construire leur Afrique. Je ne dis pas que les transmutations, les déplacements, les migrations doivent s'arrêter. Non, c'est même d'ailleurs impossible. Dans un village qui est devenu planétaire aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle le président Trump va laisser libre cours aux visas touristes, aux visas affaires et autres. Parce qu'effectivement, nous sommes appelés à nous déplacer, à échanger et aller un peu partout. Mais il faut trouver bel et bien des conditions, il faut permettre aux Africains d'avoir des conditions de vie nécessaires, adéquates, permettant ainsi de ne plus envier ce qui se passe à l'étranger. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais d'accord avec le président Sarkozy lorsqu'il a parlé de l'immigration choisie. Que lorsqu'un Africain parte de l'Afrique, qu'il aille pour un objectif bien précis et qu'il apporte un plus à ce pays d'accueil. Et vous ne pouvez donc pas arriver comme un clochard et penser que c'est le budget de l'autre pays qui va vous prendre en charge. Donc voilà un peu, mais j'ai dit, pour le cas des États-Unis, ces raisons présentées vraiment aux yeux du monde ne tiennent pas la route. Merci, monsieur Assega. Prenons cet avis, un avis de monsieur Ndoumbé, depuis Berthois. Il dit, bonsoir, chers panélistes, le visa suspendu au Cameroun est une sanction politique et même des violations des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse penser qu'il y aurait une violation des droits de l'homme et que cela amènerait au capitaliste Donald Trump à suspendre ou alors à sanctionner un pays, puisque le Cameroun n'est pas le seul. Au Maroc aussi, il y a des sanctions ou alors des violations des droits de l'homme. Au Nigeria aussi. Alors, est-ce que véritablement la raison de cette suspension est assumée? Ou alors, on essaie encore de nous embarquer dans des histoires où on mettrait en avant ces questions inhérentes aux droits de l'homme, ces questions inhérentes à des immigrations non maîtrisées, ces questions inhérentes à des immigrations économiques, parce que Donald Trump estime, lui, de son côté, que ces migrants qui arrivent sont en train, justement, de peser sur le contribuable américain et ils sont en train d'attaquer le tissu social et même la générosité américaine. Comprenez-vous cette orientation? Monsieur Stéphane Barga, je vous ai tantôt dit ici que Donald Trump, dans son slogan « Make America Great Again », ici vise à avoir une Amérique propice aux citoyens américains. Qu'est-ce qu'on entend par une Amérique propice? C'est-à-dire un pays dans lequel l'Américain se sent à l'aise. Et cela passe par la qualité du citoyen. Oui. Je vous ai tantôt dit ici que le Cameroun... La qualité du citoyen, les conditions de vie des citoyens. La qualité du citoyen. Oui. Je parle bien de qualité. Parce que quand on parle de qualité, on parle aussi... On veut aussi faire allusion ici aux conditions de vie. Alors, moi, le migrant, c'est plus le travail pour les Américains? Monsieur Stéphane Barga, lorsqu'il va, par exemple, prendre ces mesures, il le dit pour, par exemple, diminuer la criminalité parce qu'il estime que, et selon des rapports aux États-Unis, la plupart des crimes sont commis par... N'est-ce pas là, on construit, tout doit venir de l'imagination assez fertile du président Trump. Que la plupart des criminels seraient des migrants africains qui iraient comme ça saccager Washington et New York. Je vous ai dit, monsieur Stéphane Barga, j'en connais, qui sont partis du Cameroun au lendemain de la crise anglophone, qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Je vous assure. Sont-ils des criminels pour Je n'ai pas dit qu'ils sont des criminels. J'ai pas dit qu'ils sont des criminels. Vous avez voulu faire, en fait, vous me baladez, ça et là. C'est parce que j'essaie de répondre à toutes vos différentes questions. Mais pour revenir à mon analyse, je vous ai dit que Donald Trump, n'est-ce pas, il veut, en même temps, pour montrer aux Américains qu'il est l'homme de la situation, qui est capable de les débarrasser d'un certain nombre de problèmes, notamment la criminalité et bien d'autres. Vu que ces Américains estiment que ce sont les étrangers qui sont à l'origine de cette forte criminalité et bien d'autres. Et alors, pour revenir donc au cas du Cameroun, j'ai dit, les crises du Nord-Ouest ont permis à ce qu'il y ait beaucoup de déplacés. Et il me souvient que même sur ce plateau, nous avions eu à débattre sur le fait que les États-Unis devraient aider le Cameroun à résoudre la crise anglophone, à nous extradant la plupart des leaders de ce conflit qui sont logés
aux États-Unis. Et pour d'aucuns même, ils ont même déjà acquis la nationalité américaine, ce qui fait en sorte qu'il est difficile pour le Cameroun de pouvoir les attaquer ou bien pouvoir les contrôler. Alors, si il faudra maintenant aussi évoquer la question des droits de l'homme, quel est le représentant de Donald Trump ici au Cameroun? C'est M. Lamora. Oui. Et M. Lamora, on l'a vu tout récemment à côté de Maître Aliscom. Or, qui est Maître Aliscom dans le landerneau politique camerounais? Elle fait partie de ceux-là qui estiment que le Cameroun, en termes du respect des droits de l'homme, est l'un des... En fait, je vais dire être très exécrable, parce que exécrable, même c'est déjà le paroxysme, est exécrable à la matière. C'est l'impression que vous avez avec ce n'est pas mon impression, je dis bien. Je dis bien, qu'est-ce qui pourrait justifier M. Donald Trump à prendre de pareilles mesures? Ses yeux et ses oreilles au Cameroun, c'est M. l'ambassadeur, qui s'est montré plusieurs fois proche d'un certain nombre d'activistes camerounais. Oui. Et voyez-vous. Et alors, ces informations qui remontent, c'est normal donc que le Cameroun se retrouve dans une pareille situation, dans une pareille liste. Vous avez même listé avec le Soudan du Sud. Ça va de soi. Les situations sont comparables. Et même, parce que M. Donald Trump, vous devez comprendre cela, il n'est pas là pour vos beaux yeux. Il n'y a pas très longtemps, il y a de cela quelques mois, on a vu comment est-ce que les États-Unis, bien qu'ayant signé une convention avec la Corée du Sud, a fait rapatrier une centaine de Sud-Coréens travaillant aux États-Unis, puisque selon la dite convention, il est prévu que les entreprises sud-coréennes s'installant aux États-Unis peuvent faire venir des employés, des travailleurs de leur pays. Or, Donald Trump, lui, il est venu rompre cela. Et vu que c'est lui le plus fort, et que lorsqu'il prend une décision, vous êtes obligé de vous aligner, le président sud-coréen a dû affréter un avion pour venir, puisqu'ils étaient en prison, a dû affréter un avion pour aller prendre ses ressortissants pour les reconduire en Corée du Sud. Donc, juste pour faire comprendre que si déjà un pays tel que la Corée du Sud subit les affres des États-Unis, qu'en sera-t-il du Cameroun? C'est une interrogation. Alors, monsieur Abondo, qu'en sera-t-il du Cameroun si justement la cartographie des pays ne tient pas en compte de tous les critères évoqués? C'est du tout venant. On parlait du Maroc au Nigeria, à l'Afghanistan, au Soudan. Quels sont les éléments sur lesquels s'appuie, les éléments qui peuvent être officieux d'ailleurs, s'appuie l'administration Trump pour justifier une telle fermeté, dureté dans un principe qui a longtemps aussi fait la force des États-Unis, ce principe-là où justement la Green Card, la loterie américaine et autres stratagèmes permettaient à tout le monde d'avoir sa chance d'arriver au pays de l'oncle Sam. Mais vous savez, Stéphane, le premier élément du développement, c'est la population. Mais pas le vrac, mais une population de qualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une population qui a la tête bien pleine, mais aussi une population en santé. Peut-être le modèle canadien inspire Donald Trump. Bon, ça pourrait, mais Donald Trump a pour principe American First. Mais maintenant, je vous fais part du caractère iconoclaste et messianique. Parce que Donald Trump est dans la vision américaine d'antan, des années 45. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est la puissance, c'est l'ultime puissance, c'est le gendarme du monde. Voilà comment on appelait les États-Unis avant. Alors, quelle est la procédure? Donald Trump voudrait que chaque pays assume ses responsabilités en restant avec ceux qui ne sont pas suffisamment étoffés du point de vue de la culture, mais aussi du point de vue de leur métier. Donald Trump n'a pas demandé aux diplomates de ne pas voyager. Il n'a pas demandé aux hommes d'affaires de ne pas voyager. Il n'a pas demandé aux administrateurs et aux gens d'aller en mission aux États-Unis. Mais Donald Trump dit ceci. Si vous voulez aller aux États-Unis en évoquant que vous êtes un réfugié politique, vous les connaissez, ils sont partout. Mais ils inféodent l'activité politique au sein du Cameroun en finançant ceci plutôt que cela au niveau du Cameroun, donc en permettant à ce qu'il y ait un désordre a posteriori au Cameroun. Donald Trump dit, cette qualité de population, je n'en veux pas. Parce que elle participe à détériorer non seulement la moralité au sein des États-Unis, mais aussi sur le plan économique, elle nous apporte pas grand-chose. Ça, c'est le premier principe. Mais je voudrais faire un clin d'œil à celui qui parle des droits de l'homme pour dire que, en réalité, quand on parle de la notion des droits de l'homme sur l'échiquier international, le droit tel qu'il existe sur le plan international n'est rien d'autre que le droit du plus fort.
il faut le lire sous le prisme, et ce ne sont que les pays faibles qui s'accrochent aux droits de l'homme. Pourquoi? Regardez le fonctionnement des États-Unis. Donald Trump a mis de côté l'OMS. Il dit, je ne finance plus les ceci dans les pays sous-développés et autres et tout. Donald Trump est venu avec la COP 21. Il dit, je ne suis pas dedans. Alors que l'Amérique avait ratifié les accords réglementant le fonctionnement de la COP 21. Oui. Donald Trump est venu, il a regardé les accords que les États-Unis avaient, même avec le principe des Nations Unies. Il a réduit la quote-part de la contribution américaine. Il a regardé au niveau de l'OTAN. Il a dit que, aussi vrai que c'est moi le maître de l'OTAN, voilà, je vais vous financer ou alors je vais vous assister sur tel plan et non plus sur tous les plans. Il est allé plus loin. Il a regardé la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il n'adhère pas à cela. Vous voyez. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, aussi vrai que le droit international est un droit référentiel pour tous les États qui ont ratifié ces accords, qui participent à adhérer à la politique internationale, mais aussi à la politique développée par les Nations Unies, il reste aussi que il est de la légitimité, de la légalité, mais aussi de la responsabilité d'un pays de s'isoler. Mais quels sont les pays qui sont habilités à s'isoler? Ce n'est que ceux-là qui pèsent sur l'échiquier international d'une pesanteur avérée. Regardez, n'est-ce pas, on a initié un mandat d'arrêt à Vladimir Poutine. Mais vous le voyez se balader partout dans le monde. Est-ce qu'on l'a attrapé? Mais que n'a-t-on pas vu au sujet de la Côte d'Ivoire? Que n'a-t-on pas vu au sujet des autres pays qu'on ne saurait citer? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, le droit sur la scène internationale requiert la nomenclature du droit du plus fort. Monsieur Abondo, on va prendre un temps d'arrêt pour préciser. C'est une information que nous allons vérifier de façon attentive, oui. Tout en faisant confiance à nos sources, que Madame Elisabeth Mor-Aubin, qui justement devait remplacer Monsieur Lamora, arrivé au terme de son séjour, en fin de séjour, oui, aurait été recusée par justement le Sénat américain. Ça veut dire que même sur des questions de diplomatie, il y a des discussions fortes aux États-Unis, notamment sur le sujet Cameroun, puisque M. Lamora même n'aura pas eu un séjour de tout repos en terre camerounaise. Oui. Il a fait pratiquement 2 ans sans être reçu par le numéro 1 camerounais. Celle qui devrait lui succéder, Mme Mor-Aubin, a été recusée par le Sénat. Est-ce qu'il y aurait... Quel pourrait être le souci entre Yaoundé et Washington sur des questions diplomatiques, lorsque l'on sait que la politique, qu'on soit en situation de responsabilité démocrate ou républicaine, concernant particulièrement l'Afrique, ne change pas, à moins elle est régulée par une institution qu'on appelle la loi, oui. Inhérent au fait des concepts comme les droits de l'homme et autres questions de mœurs, mais la politique américaine n'évolue pas beaucoup concernant le continent africain. Ben écoutez, il y a une politique assez particulière, parce qu'elle est particulièrement appliquée au Cameroun. Et ça, vous le savez, c'est du simple fait que le Cameroun étant une porte d'entrée de sortie du Golfe de Guinée, il nourrit beaucoup, non seulement beaucoup d'intentions, beaucoup d'ambitions de la part des pays riches, mais aussi du simple fait qu'il y a énormément de richesses. Le Cameroun, du fait de la multiplicité et de la bipolarité de sa collaboration et de sa coopération, fait en sorte que ceux qui nourrissent les intérêts dans le Golfe de Guinée ne se sentent pas en sécurité. Oui. Et du fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité, ils voudraient amener le Cameroun à avoir une collaboration bilatérale assez avérée à partir des indicateurs bien précis. Or, ces indicateurs sur le plan du Cameroun, le Cameroun qui est libre de collaborer et de coopérer avec qui il veut, amène, par exemple, puisque nous sommes à ce sujet, les États-Unis qui sont fort opportunément un vieux pays sur le plan de la coopération bilatérale avec le pays, avec le Cameroun, a été inquiété. Vous voyez, le Cameroun est en même temps en osmose et en symbiose parfaite, tant avec la Chine, la Russie, et certainement avec la France, mais aussi avec les États-Unis. Mais du simple fait que, avec l'orientation nouvelle, l'orientation iconoclaste que voudrait adopter Donald Trump, aussi vrai que nous l'avions vu avec l'ambition russe, les Russes veulent en fait dénaturer la configuration
des anciennes colonies, fussent-elles françaises ou anglaises, en s'installant ou alors en réduisant le taux d'intérêt de la part des Occidentaux à ce niveau. Mais l'Amérique, avec ce slogan « Make American Be Great » ou alors « American First », avec ce slogan, Donald Trump voudrait que le seul partenariat, fût-il gagnant-gagnant ou alors gagnant-perdant ou alors classique, en ceci que seule la grande puissance doit gagner et contrôler, ne se fasse qu'avec la seule Amérique. Et laquelle Amérique? Les États-Unis. Et vous comprenez que du fait donc de la multiplicité des partenaires au niveau du Cameroun, la collaboration et la coopération entre les États-Unis et le Cameroun ne soit pas une collaboration constante. À ce niveau, est-ce que le principe de réciprocité qui est souvent brandi par nos diplomates pourrait s'appliquer? Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à ce que quelques Américains désireux de fouler le sol de Yaoundé ne soient astreints qu'au visa diplomatique et au visa affaires? Les visas d'immigration, s'il y en a pour les Américains en terre camerounaise, pourraient-ils aussi être suspendus, M. Abondo? Ben écoutez, il faut comprendre une notion. Vous savez, les Américains ne se limitent pas seulement à envoyer, à limiter la fréquentation ou alors l'immigration de certains pays, mais dans leur ambition messianique, les Américains ont développé un concept qui consiste à lire les origines à travers les ADN de certains Américains, surtout noirs, pour les renvoyer dans certains pays d'Afrique, leur donnant des moyens et qu'ils s'installent là-bas. Vous savez pourquoi cette activité? C'est parce que l'Amérique veut contrôler le monde. Oui. Vous voyez. Mais maintenant, lorsque vous voulez parler du principe de réciprocité, il n'y a de réciprocité que lorsqu'il y a équilibre de pouvoir. La théorie du balance of power. On ne peut avoir de réciprocité que lorsque vous êtes à valeur égale. Or, le Cameroun, sur le plan international, ne peut pas s'estimer à valeur égale, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de l'armement, que ce soit sur le plan scientifique, ou alors, c'est pas pour dire que le Cameroun est un petit pays, mais au regard de la dimension spatiale, de la dimension économique, de la dimension militaire, mais aussi de la dimension scientifique des États-Unis, il ne serait pas incongru ou alors maladroit de dire que le Cameroun est un petit pays. Mais qui, aux États-Unis, voudrait donc venir au Cameroun? C'est des acteurs dûment constitués sur le plan économique, dûment constitués sur le plan stratégique, au point où dire que le Cameroun pourrait opposer en termes d'équilibre de pouvoir et de réciprocité, la même méthode, cela ne pourrait pas éventuellement marcher parce que les vagabonds, du point de vue des États-Unis, pour le Cameroun, sont très peu. Merci, Monsieur Abondo. Alors, prenons cette autre contribution qui nous parvient. Bonsoir, Monsieur Mbaga. Je crois que le Cameroun n'est pas différent du Venezuela. Donald Trump regarde le Cameroun comme le Venezuela. Voilà. C'est ça, la vérité. Alors, c'est clair. De dire, est-ce que c'est une analyse qui a son sens? Que le Cameroun, du fait de sa richesse, du fait de sa multiplicité de partenariats, du fait de son poids dans la sous-région, du fait justement de son positionnement au niveau du golfe de Guinée, pourrait être un élément attentif, un élément à surveiller de près pour l'administration Trump, et que pour Donald Trump, il ne serait pas opportun peut-être que le Cameroun tombe entre toutes les mains. Non, je ne suis pas de cet avis. Le Cameroun est un pays... C'est un État souverain. C'est un État souverain, c'est un pays de petit poids quand même, mais il faudrait comprendre une chose aujourd'hui. Sauf que avec le Venezuela avait déjà des acquaintances avec les États-Unis antérieures concernant la gestion du pétrole et tout le reste. Et le fait que le Venezuela ait eu à tourner le dos aux États-Unis en cherchant cette fois-ci à ne plus utiliser le dollar dans le sens dans l'évaluation du baril de pétrole. C'est en réalité voilà les problèmes du Venezuela. Donc le Cameroun n'est pas encore à ce niveau-là. Mais mon souci ici, c'est lorsque vous voyez le Sénat américain poser l'acte qu'il a eu à poser là, cela pose une ambassadrice. Oui, il y a un problème interne, de fond interne. Oui. Vous vous rendez certainement compte que, même comme M. Bon le disait, ou ces anciens camarades de l'autre côté qui sont dans les États américains font état de ce que nous font comprendre que les Américains sont contents. Une grande partie. Pas tout le monde quand même. Sont contents des mesures. Nous rendons compte si l'information que vous nous donnez est exacte.
nous rendons certainement compte que à l'intérieur même, il y a vraiment des soucis. Voilà le Sénat qui est en train de montrer de façon manifeste qu'il n'est pas d'avis avec ces mesures du président Trump. Ça pose problème. Allons voir du côté du Parlement. Qu'est-ce qu'il en est là-bas? Ils vont certainement s'exprimer dans les jours à venir. Donc voilà un peu la situation qu'il y a. Mais en réalité, quand on sait très bien, et je reste constant sur ce que j'ai dit, vous vous rendez certainement compte que dans son souci de mesurer, de gouverner le monde, Donald Trump se sent en réalité aussi exposé. Exposé à l'intérieur, où il est, je prends un exemple simple, voilà le Venezuela qu'il a attaqué à côté. Et s'il continue d'ouvrir les portes aux étrangers, il est fort possible que le mal lui vienne de l'intérieur. Et voilà les mesures qu'il est en train de prendre. Et ne l'oubliez pas, lorsque vous voyez Donald Trump souligne un problème de coopération dans la lutte contre le terrorisme. C'est un vieux problème qu'il a longtemps soulevé. Et là, je suis très d'accord avec lui. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une montée en puissance des groupes terroristes, des foyers de tensions terroristes qui naissent à côté de certains pays, sur certains pôles des pays, et certains pays, non, cela ne nous dit absolument rien pour pouvoir trouver des solutions permettant ici d'endiguer avec ces groupes terroristes. Vous avez vu du côté de l'Afrique de l'Ouest, tandis que les pays de l'Agence des États de l'Ouest se mettent ensemble pour combattre le terrorisme du côté du Sahel, non, ça ne dit rien aux autres qui sont également les mêmes voisins et qui également sont censés subir les mêmes affres terroristes, mais ça ne leur dit absolument rien. Donc il y a cette manque de coopération déjà que nous pouvons déjà soulever au travers du monde de façon générale, où les gens la sécurité n'est pas leur premier intérêt. Les pays ne s'appliquent pas, et c'est le cas de l'Afrique. Et c'est le cas de l'Afrique pour pouvoir peut-être justifier aujourd'hui pourquoi l'Afrique est frappée. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec cette situation. Heureusement pour le cas du Cameroun par exemple, le Cameroun avec sa coopération avec le Nigeria et le Tchad, nous voyons quand même une certaine synergie. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient frappés par le Nous sommes d'accord, mais nous voyons quand même une certaine synergie, je dis synergie sous-régionale, régionale même, qui permet aujourd'hui au moins de ralentir et de freiner davantage l'entrée en puissance de ces terroristes. Ce qui pousse même d'ailleurs la réflexion très loin, en pensant que ces pays qui n'acceptent pas ces coopérations sécuritaires contre ces terroristes, est-ce que ces pays seraient donc en ce moment-là ceux-là qui financent plutôt le terrorisme dans ces multiples lieux? Merci. Alors, M. Mbara, la question que l'on pourrait se poser lorsqu'on va vers la conclusion de ce programme, c'est est-ce que Donald Trump pourra tenir? On sait quand même qu'au-delà des aspects évoqués, il y a cette main-d'œuvre généralement bon marché, dont affole les industries des pays à forte tendance capitaliste comme les États-Unis. Est-ce qu'il pourra se priver pendant longtemps de cette main-d'œuvre facile et bon marché? Donald Trump ne vous a pas dit qu'il ne veut plus des étrangers chez lui. Mais il veut un certain type d'étrangers chez lui. Les États-Unis, c'est près de 340 millions d'habitants. Vous avez voulu établir une comparaison avec le Canada, qui, aussi bien grand qu'il soit, c'est moins de 50 millions d'habitants. Si je ne me trompe pas, je pourrais vérifier les chiffres après. Mais, et si on veut faire un rapprochement avec le Cameroun, le Canada, c'est 5 habitants au kilomètre carré, tandis qu'au Cameroun, on en a peut-être 50 habitants au kilomètre carré, dans la densité de la population. Monsieur Abondola l'a si bien dit, l'un des facteurs de puissance, c'est quoi? La population. Or, Donald Trump a déjà une population assez grande, donc, et une population aussi qualitative. C'est-à-dire que aux États-Unis, la consommation locale est d'abord très poussée, très forte, avant de de se lancer à l'international, avant de conquérir l'international, voyez-vous. Et donc, dit donc que Donald Trump pourrait regretter les actes. Vous savez, chaque action posée a un envers. L'envers ici, c'est que sans doute le travail dans le noir, qui aussi contribue d'une certaine manière à l'économie américaine, va s'estomper, et les chefs d'entreprise pourront peut-être faire faillite
Ça, c'est une certitude. Ouais. Mais si on revient donc maintenant à l'attitude de M. Donald Trump, je vous ai dit, Make America Great Again, sera pas, on a dit, ça rentre aux années 1945. Moi, je vais dire, ça part même depuis le 19e siècle avec la doctrine Monroe qu'il a remis à l'ordre du jour lorsqu'il veut s'approprier le Groenland. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, je vous ai dit, il s'inscrit dans les codes de pensée réalistes. Et qui dit réalisme parle d'hégémon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun organisme à l'international qui peut se placer au-dessus des États-Unis. Donc, les États-Unis d'abord. Et par conséquent, rien ne doit s'opposer à la volonté de son chef d'État qui est Donald Trump. Merci. En une minute, je voudrais dire que, au-delà de ce qu'on peut comprendre et peut-être pouvoir faire l'apologie de l'administration Trump, mais il reste que, il faut voir que, à force de s'attaquer partout, on s'expose. On dit en tradition africaine que qui vit haï de tous ne saurait longtemps vivre. Il y a aussi un adage qui dit qui embrasse mal les trains. Vous comprenez que la diplomatie de Trump qui l'amène à attaquer les BRICS, attaquer les grands groupes, parce que vous avez dans cette liste que vous avez citée, il y en a qui font partie des BRICS, il y en a qui font partie de l'Union européenne et d'autres qui font partie de l'Amérique du Sud et des grands groupes. Bref, ils s'attaquent aux grands groupes pour leur dire que, écoutez, je m'attaque à vous, il faut faire attention, c'est moi le plus grand. Vous voyez, en même temps qu'on attaque partout, on s'expose. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait dire que il faudrait que pour que ça dure, que le président Trump se donne les moyens de sa politique, parce que à défaut, il risque de s'attirer des inimitiés un peu partout et cela participerait à fragiliser les intérêts des États-Unis sur l'échiquier international. Merci Émile Abundo pour cette chute. Merci à vous Bertrand Mabara pour la présence. Monsieur Assiga, vous êtes un de nos habituels. On vous dit merci à tous d'avoir réagi sur ce qui était dit sur ce plateau. On va vous demander de rester fidèles au programme d'Info TV qui se poursuit 20h. Ce sera le temps du journal, formule bilingue, langue de Shakespeare et aussi langue de Molière. Le rendez-vous est pris avec Mimi Chobo et Raïssa Omba pour ce grand moment d'information. Quant à nous, on se donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun pour un autre concentré d'actualité internationale. Merci d'avoir été avec nous et bien le bonsoir.